Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à tout le monde. Bonjour Rodolphe, bonjour à tous. Bonjour, donc bienvenue sur ce live du vendredi, nouveau live du vendredi organisé par Miroir Social en partenariat avec Upcop, Calidea et Technologia Expertise. Dans le cadre du rendez-vous des CSE, c'est la deuxième partie du rendez-vous des CSE. On en avait déjà organisé un. Je vous mets le lien dans le chat. Là, si pour ceux qui n'avaient pas pu y assister, en vous inscrivant, vous pourrez accéder au replay. Le premier rendez-vous du CSE qu'on avait organisé, c'était en avril dernier. Il était sur la question du règlement intérieur et comment on intégrait les éléments financiers dans le règlement intérieur pour éviter que ça parte en cacahuète au niveau des ASC notamment. Et donc, c'était la première partie. Et là, le sujet de ce matin, qui va nous intéresser et qui va être très riche, c'est la gestion des ASC sous l'angle de la qualité de service. Qu'est-ce qui fait qu'on assure une bonne qualité de service aux salariés, aux bénéficiaires, aux ouvrants droit, aux ayants droit, avec quels indicateurs et quelles sont les conditions pour ce faire. Donc, ce matin, on a la chance d'avoir deux témoignages de CSE avec toi, Nawal Bourgeba. Toi, tu es secrétaire du CSE de Veolia Eau Île-de-France. Donc, Védif, bonjour à oui, toi. Veolia Haute d'Île-de-France. Et merci à toi. Et allez, attendez, excusez-moi. On a Dalinda Chouker, qui elle est salariée. Donc, ça va être intéressant d'avoir cet éclairage de salarié également. Dalinda Chouker, qui est DAF du CSE d'Orange Sud-Est, donc un gros CSE, sachant que toi du côté de Veolia c'est pas non plus un petit CSE, hein. Mais en tout cas, et Dalinda va nous rejoindre avec un peu de retard parce que elle a une contrainte et elle va arriver bientôt sur scène, voilà. Alors deux CSE qui sont pas forcément les plus représentatifs, et ça va vraiment être intéressant de vous écouter parce que vous avez justement la capacité de vous organiser parce que ce sont deux CSE qui ont la caractéristique d'avoir des salariés permanents. Donc, vous avez cette chance-là, mais par contre, c'est absolument pas représentatif de la majorité des CSE en France. Euh, Bonjour Dalinda. Bonjour. Alors, très bien, parfait. Alors, par contre, excusez-moi, est-ce que voilà, donc deux CSE, donc on est 4 sur 5 pour l'instant, et il nous manque une Oui. personne qui est Jean-Hugues Roquel, qui représente Technologia Expertise, qui audite les comptes des CSE. Et si vous me permettez, donc, et je présente Sylvie. Donc Sylvie Randy, donc toi tu représentes Upcop Calidea. Donc merci à toi de porter cette rencontre avec Upcop Calidea. Excusez-moi parce qu'il nous manque Jean-Hugues. Il vient de m'appeler. Il a un petit problème de connexion. Je vais me permettre de faire une petite aparté de 2 minutes pour l'appeler. Je vais couper mon micro. Je vais me mettre hors caméra pour essayer de voir comment il peut nous rejoindre. Ça serait quand même pas mal qu'on soit 5 sur 5 et ça va prendre 2 minutes. Donc, si vous me permettez, je coupe 2 secondes et je reviens. Amusez-vous bien. À tout de suite. Tout de suite. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Désolé, Bonjour Jean-Hugues. j'ai eu des petits problèmes de connexion. Bon, il fallait que je fasse ça pour que tu arrives. Voilà. Bon. Bonjour à tous. Bon, on y est. C'est nickel, c'est super, et c'est plus sympa comme ça pour ce au complet parce que quand même il y a pas mal de choses à dire. Et voilà. Donc, écoute, Jean-Luc, t'as un peu, enfin, t'as rien à louper du tout, mais voilà. Donc, je vous ai présenté. Merci à Technologia Expertise de porter cette rencontre avec Upcop Calidea. Et donc, on va commencer avec, et donc merci à nos deux élus, hein. Et vraiment, je pense que vraiment l'intérêt de ce matin, c'est d'avoir le témoignage croisé d'une élue avec Nawal et d'une salariée avec Dalinda. Et donc, c'est vraiment important. Et comme je le redis encore, c'est pas forcément d'avoir des salariés dans des CSE, c'est pas représentatif, mais ça permet de caractériser des modèles d'organisation
et de voir peut-être le delta quand on n'a pas les moyens d'avoir des salariés, et ce qui est le cas je le redis, de la majorité des salariés. Donc, vous êtes nombreux dans la salle, donc n'hésitez pas à interagir. Je pense que le sujet de ce matin s'y prête. Donc, on va vraiment prendre en compte les interactions dans le chat au maximum de ce qu'on peut. Je précise qu'on a lancé un sondage. Donc, si vous regardez sondage, on va attendre un petit peu avant d'en sortir des résultats, mais ça sera des résultats d'ambiance, mais ça sera toujours intéressant. Donc, 2 sondages par rapport à notre thème, c'est: recueillez-vous les attentes des salariés en matière d'ASC? Jamais, en début de mandat chaque année. Et question subsidiaire, menez-vous des enquêtes de satisfaction? Jamais, après chaque opération importante, globalement, 1 fois par an. Donc, je vous invite à y répondre au maximum, comme ça permettra de nourrir et voir à côté, de contextualiser les éléments. Donc, on va commencer avec toi. Rodolphe, on a justement une question dans le chat de Sandrine qui demande si les supports seront partagés, envoyés par la suite. Alors, pour répondre à Sandrine, ce qui est une des spécificités des formats des lives de Miroir Social, c'est qu'il y a quand même rarement des supports. On est plutôt dans une logique d'interaction. Donc, au risque de décevoir les personnes qui attendent des supports, des PowerPoints sur la méthodologie, le mode tout pré-mâché, il n'y en aura pas. Donc, je préfère le dire. C'est une autre richesse. Ça peut avoir une richesse d'avoir des présentations, mais là, on est plutôt dans l'interaction et c'est le but du jeu. Donc, c'est l'intérêt de l'exercice. Voilà. Donc, Sylvie, toi, tu es formatrice interne chez Upcop Calidea. Je vais t'essayer de présenter rapidement ce que fait Calidea Upcop sur le sujet. Et déjà, je te laisse présenter. Et après, la première question que je voudrais te lancer, c'est: comment tu caractérises la grosse pression qu'ont les élus et les salariés des CSE en matière d'ASC? Parce que là, je reprends les propos que tu me partageais quand on a cadré ensemble. Tu me disais, il y a une grosse attente des salariés parce que les ASC, c'est quand même synonyme de bien-être, de plaisir, enfin de choses qui sont pas irritantes. Et donc, les salariés attendent quelque chose qui roule et peuvent être vite montés dans les tours quand ça se passe pas comme ils attendent. Donc, Sylvie, à toi la parole. Merci beaucoup, Rodolphe. Bonjour à toutes et à tous. Upcalidea est justement partenaire des CSE. Aujourd'hui, en fait, on va parler de comment assurer en fait la qualité de service. Mais c'est tout à fait ça, notamment le rôle de Calidea. Et parce que justement, en fait, la satisfaction des CSE passe par un accompagnement de qualité. Calidea, en fait, va être experte, on va dire, pour faciliter la vie des élus, faciliter la vie des bénéficiaires à travers les activités sociales et culturelles. Donc, merci Rodolphe de me donner la parole sur ce sujet, parce que c'est ce qu'on voit. Moi, j'accompagne, si tu veux, je suis formatrice des commerciaux sur l'offre Calidea. Et je les accompagne, que ce soit en avant-vente ou pour la préparation de leur dossier, pour les projets des comités d'entreprise. Et une des choses qui arrive en fait en premier dans la parole des élus, c'est justement, on est sur des avantages, on est sur du bien-être, on est sur des loisirs, du plaisir, de la culture. Et justement, il faut que ça se passe toujours bien pour les comités d'entreprise. Effectivement, ça, c'est très pesant, on va dire, sur le rôle des élus de satisfaire leurs bénéficiaires. Ok. Et ce que tu me disais également, c'est que les bénéficiaires ne sont pas forcément conscients de tout ce que ça sous-entend derrière pour assurer une bonne qualité de service, je pense, et pour assurer cette fluidité. Enfin, et c'est pas leur sujet, c'est bien normal. Pour autant, ça sous-entend des organisations assez lourdes et assez complexes à mettre en œuvre, on est d'accord? Oui, on est d'accord, parce que pour organiser une activité, le CSE peut avoir besoin de documents, il peut avoir besoin d'informations complémentaires que doit lui fournir le salarié, il doit pouvoir communiquer ces informations aux prestataires qui organisent et aident le CSE pour organiser ces activités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de flux qui sont gérés par le comité d'entreprise, à la fois le flux auprès des salariés, le flux auprès des prestataires, le flux auprès des membres et des commissions. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une grosse centralisation
d'information, d'organisation, de structuration pour que tout ça, ça se paraisse sympa. Parce que le salarié, lui, tu l'as dit toi-même, Rodolphe, c'est le rôle des élus. Donc, il attend que ça se passe voilà, exactement comme il le souhaite lorsqu'il organise lui-même des sorties, des voyages, voilà, tout ce qui est culture et loisirs. Ok. Une petite relance sur. Alors, je le dis là, avec ton intervention, Sylvie, et ensuite celle de Jean-Hugues, il s'agit de se mettre dans le bain de façon globale, un peu sur les problématiques liées à la qualité de service. Ensuite, ça sera vraiment illustré par Nawal et Dalinda qui auront vraiment le temps d'illustrer leur approche, concrètement. Et ensuite, on viendra sur une troisième, on va dire, quelques séquences sur la réalité de façon plus transversale sur des CSE où il n'y a pas de salariés, ou des problématiques plus transversales, on va dire. Comment tu vois l'articulation nécessaire dans la gestion des ASC entre la partie, on va dire, gestion et la partie communication? Ça aussi, c'est quelque chose un point assez important. Oui, en fait, tout est lié, c'est-à-dire que le CSE va organiser ses activités et pour ça, en fait, il a toutes des règles internes de subvention à respecter, enfin de tout ce qui va faire partie de la politique sociale du comité d'entreprise. Tout ça est lié à sa comptabilité parce qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'on parle aussi du trésorier, dans cette thématique parce qu'il y a ce besoin de gérer des budgets, de pouvoir présenter en fait des comptes rendus par rapport à ces activités. Et pour autant, ces activités, elles ont besoin d'être communiquées de manière simple auprès des bénéficiaires parce que il y a ce besoin que tout soit accessible pour des bénéficiaires qui sont peut-être en télétravail, qui sont peut-être pas forcément sur site. Je pense par exemple aux commerciaux. Donc il y a une forte contrainte pour les CSE de bien communiquer ces informations auprès des bénéficiaires. Un autre point aussi que tu soulignes, c'est que l'articulation nécessaire entre la complexité à gérer le quotidien et anticiper les événements récurrents. C'est aussi une double action que doit mener en permanence les élus et les salariés des CSE. Oui, tout à fait, Rodolphe, parce que le CSE, il a déjà souvent un calendrier très chargé. Et pour autant, si on veut aller dans cette qualité de service, cet engagement, on va dire, de CSE, il y a besoin, par rapport à l'actualité, d'animer tout au long de l'année, peut-être par des choses ponctuelles, on va dire, apporter des animations, on va dire, pour les bénéficiaires. On va attendre des CSE, par exemple, d'apporter des choses concernant, je ne sais pas, le sport, tout ce qui va être, les gros événements sportifs, les événements culturels importants de l'année, etc. Pour à la fois, on veut dire, si on veut que les salariés apportent toujours leur intérêt et soient satisfaits de leur CSE, qu'il y ait aussi cette actualité qui soit relayée par le CSE dans les activités sociales et culturelles qu'ils proposent. Toujours, on va dire, apporter du plus. Les bénéficiaires, en tout cas, c'est ce qu'on ressent sur les rendez-vous, attendent du plus de leurs salariés. Donc, ça veut dire à chaque fois se renouveler et être créatif, on va dire, pour apporter cette qualité de service aux salariés. Ok. Un point, Sylvie, quand je parlais d'anticipation, est-ce qu'il y a cette notion de demander par anticipation aux salariés, par exemple la rentrée scolaire, les justificatifs qui vont bien, préparer les choses parce que ça peut être ensuite des grains de sable quand c'est pas bien fait, qui vont enrouer. Oui, en fait, le CSE, il a toujours besoin d'anticiper parce que si je veux réaliser en fait une bonne campagne de rentrée scolaire, en septembre, ça veut dire en amont demander aux bénéficiaires de renseigner leurs fiches avec les enfants, des justificatifs, penser aux justificatifs à la rentrée. Le CSE, en fait, il est vraiment là pour
on va dire que ça se passe le plus simplement possible et que le bénéficiaire n'arrive pas au dernier moment et se dise ah mince, j'ai raté cet événement et gérer un peu de la déception, de la frustration. Donc le CSE va communiquer là-dessus et anticiper chaque événement, chaque campagne qu'il va organiser tout au long de l'année, quoi. Ok, merci beaucoup Sylvie. Tu Merci. auras l'occasion, bien entendu, de reprendre la parole. N'hésitez pas à poser, enfin, de poser vos questions. Vous aurez vraiment l'occasion de le faire. Alors, vous pouvez soit les poser dans le chat ou alors dans la partie questions qui est dédiée, hein, avec le classement. Enfin, bon, bref, si vous voulez vraiment formaliser une question bien précise, n'hésitez pas dans la partie questions et sinon dans le chat pour vraiment alimenter les discussions. Merci Sylvie. Alors, Jean-Hugues. Donc, toi, tu représentes Technologie Expertise, vous auditez les comptes des CSE. Et donc, ben, Sylvie, enfin, on en parle avec Sylvie. Sylvie mettait le sujet sur la table. Enfin, anticiper, éviter les erreurs, les oublis. Enfin, parce que dans les activités, dans les prestations ASC, il y a la notion de justificatif, d'éligibilité, il y a des conditions d'attribution qui sont quand même clairement plus ou moins, enfin pas plus ou moins, mais enfin qui méritent d'être définies, hein. Et donc, toi, en tant qu'expert comptable, enfin en tant qu'expert comptable, comment tu vois un peu entre les erreurs, les oublis et les fraudes, les tentatives de fraude, parce que c'est un sujet. Donc, comment tu mesures le devoir d'exigence que doivent avoir les élus sur les contrôles, cette notion de contrôle qui est intrinsèquement liée à la gestion des ASC, et entre le risque URSSAF, c'est une chose, ça c'est la partie, on va dire, légale, mais également le devoir d'exemplarité qu'ont les élus et la représentation le CSE en termes pour garantir une équité dans l'accès aux offres. À toi. D'accord. Alors, avant de répondre à ta question, Rodolphe, moi, régulièrement me parviennent des questions de la part des CSE relatives à différentes problématiques liées à la mise en place des activités sociales et culturelles au sein de leur CSE. Et cela peut donc concerner les bénéficiaires, les conditions d'ancienneté, et de plus en plus des questions sur le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Et ce RGPD est étroitement lié à la mise en place des activités sociales et culturelles, et je vais revenir sur ce point-là dans quelques instants. Mais généralement, ma première réponse donc, à ces questions, c'est que prévoit votre règlement intérieur ? Et vous le savez certainement, le règlement intérieur est un document qui est obligatoire. Pour autant, il n'y a pas de sanction en son absence. Et si je me base donc sur notre portefeuille de clientèle, je dirais qu'environ 40% des CSE de taille moyenne, c'est-à-dire, pour faire simple, qui ont plus de 153 000 € de ressources annuelles, eh bien, à peu près 40% de ces CSE n'ont pas de règlement intérieur. Ce taux est beaucoup plus faible pour les gros CSE. Encore, pour faire simple, c'est plus de 3 100 000 de ressources. Et en revanche, ce taux est à peu près de 80% pour les petits CSE, c'est-à-dire moins de 153 000 € de ressources. Donc, déjà, je profite de cette année qui est propice aux élections professionnelles dans les entreprises pour rappeler aux CSE qui n'en sont pas dotés de préparer et de faire voter en début de mandature ce règlement intérieur, donc le faire voter par ce que l'on appelle l'instance collégiale du CSE, c'est-à-dire les élus titulaires en séance plénière. Alors, si je vous parle du règlement intérieur, c'est que c'est la base, les fondations du CSE, et que, outre les modalités de fonctionnement donc du CSE, c'est-à-dire l'arrêté des comptes, le rapport de gestion, les modalités de fonctionnement des commissions, le CSE
peut indiquer donc dans le règlement intérieur tout ce qui concerne les activités sociales. Donc, déterminer et organiser les activités sociales dans le règlement intérieur, et notamment les bénéficiaires, l'ancienneté requise, l'implication éventuelle des quotients familiales, les justificatifs attendus pour pouvoir bénéficier de telle ou telle activité. Donc, c'est un élément qui est vraiment primordial dans une bonne gestion des activités sociales et culturelles pour les CSE. Alors, comment mettre en place une activité sociale? Tu en as parlé tout à l'heure, Rodolphe. Quelque chose d'important et qui est rarement fait. Alors, quand je dis rarement fait, encore une fois, je me base sur le portefeuille clientèle que Technologia Expertise dispose. Voilà, la méthode de sondage. Questionner les salariés sur quelles sont leurs attentes. Oui. Attends, Jean-Hugues, avant de parler de ça quand même, parce que moi, tu as rappelé effectivement, on a le premier rendez-vous des trésoriers, comme avant que tu arrives, je soulignais que le sujet du premier rendez-vous, c'était le règlement intérieur. Là, très bien, tu as rappelé que dans le règlement intérieur, la place qu'il avait en tant que socle et comment on pouvait y intégrer la notion d'ASC et les conditions d'éligibilité, etc. Très bien. Maintenant, concrètement, dans la pratique, avant de parler de sondage, comment, si tu peux quand même nous partager ta vue en tant qu'expert sur cette notion de contrôle dans le côté opérationnel, dans la réalité des choses, et cette importance du contrôle, au-delà de ce que des textes qui éditent les règles, comment on les contrôle et comment on veille à ce qu'elles soient appliquées. Et au regard de ton expérience, je pense que c'est intéressant de t'entendre sur quelle est la part entre la notion d'oubli, les salariés qui vont oublier, qui vont faire des erreurs, ou potentiellement, et c'est même pas potentiellement, le risque avéré de fraude. Alors, je vais répondre à la question, mais il y a quand même un élément important avant d'y répondre, c'est de parler du règlement général sur la protection des données, parce que c'est un règlement européen qui est fondamental et qui prévoit que la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de leurs données à caractère personnel est un droit fondamental. Donc, lorsqu'on demande aux salariés de fournir des informations sur leur vie privée, il faut savoir que ces salariés ont des droits et que ces droits, ce sont notamment un droit d'accès aux informations qui sont stockées au CSE sur une base de données. Ils ont aussi le droit à l'oubli, c'est-à-dire que le CSE ne peut pas conserver pendant plusieurs années leurs données personnelles. Ils ont aussi un droit d'opposition, et ce droit d'opposition, c'est justement de ne pas utiliser leurs données. Alors, pour éviter toutes ces problématiques, il est vraiment nécessaire, et ça je le dis tout de suite, il est nécessaire de faire signer à chaque salarié un document sur lequel il s'engage à ce que ces données personnelles soient utilisées par le CSE. Donc ça, c'est déjà le préalable à demander donc, les justificatifs aux salariés. Une fois que ceci est fait, effectivement, les salariés transmettent leurs données. Alors, je dirais qu'il y a deux écoles. Et c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, ces deux écoles sont représentées à ce web. Il y a la transmission des justificatifs sous format papier. Cette transmission, alors bien sûr, a ses avantages et ses inconvénients. Et puis, une autre école qui est la transmission des données sous format informatique et donc sur une plateforme. Quel que soit le mode utilisé pour la fourniture
ces données, on s'aperçoit que souvent, il y a des justificatifs manquants, mais aussi, et ça peut effectivement arriver, des justificatifs qui ne correspondent pas forcément aux attentes du CSE. C'est-à-dire, il y a une liste de justificatifs qui est prévue pour telle ou telle activité, et les éléments envoyés ne correspondent pas ou peuvent éventuellement effectivement avoir été modifiés. Et il est important à ce moment-là, effectivement, que le CSE puisse effectuer les contrôles. Moi, je travaille régulièrement avec Nawal Bourekba, donc, qui est là aujourd'hui, et je la remercie de sa présence. Elle vous expliquera donc comment les contrôles sont effectués au sein du CSE, comment les contrôles sont effectués de ma part. Donc les fichiers informatiques qui lui sont réclamés sur la liste des bénéficiaires par activité. Mais ça, je vais la laisser vous en parler juste après. Et je souhaiterais aussi qu'elle puisse intervenir sur le catalogue qu'elle met en place, que le CSE met en place chaque année sur la liste des activités, les conditions d'attribution, etc., qui est pour moi un élément très important dans le fonctionnement du CSE. Et puis, je voulais aussi remercier vraiment Madame Choucair. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle il y a 4 ans sur un audit, donc le CSE Orange, et j'avais vraiment personnellement apprécié la façon de fonctionner, d'obtenir les éléments des salariés et les méthodes de contrôle. Vous allez voir, elle va vous expliquer, il y a des contrôles qui sont efficients et qui sont nécessaires parce que, comme tu l'as dit, Rodolphe, précédemment, il peut arriver que des salariés transmettent des justificatifs qui, un exemple, ne sont pas forcément à leur nom. Ou avec le nom de personnes sur les justificatifs qui ne sont pas déclarés sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà toutes les formes de problématiques auxquelles peuvent être confrontés les CSE et qui nécessitent un contrôle de leur part. Ok, Jean-Hugues. Alors, je m'étais permis de te couper quand tu commençais à parler. Je te laisse embrayer sur toi, comment tu vois, vu de ta fenêtre, la capacité pour les élus à sonder leurs salariés sous forme de questionnaire sur leurs attentes et également comme c'est le questionnaire qu'on a lancé, sur leur niveau de satisfaction et quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer un niveau de satisfaction. Alors, oui, c'est important. Personnellement, je pense que c'est important de questionner les salariés sur les activités sociales et culturelles dont ils souhaiteraient bénéficier. Je prends un exemple simple parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans le cadre d'un CSE. Il y avait au cours de l'ancienne mandature des élus qui étaient principalement parents, famille, et les activités sociales et culturelles étaient en direction des familles. Et les personnes seules ou sans enfants étaient plutôt, entre guillemets, défavorisées de ce côté-là. Et il est arrivé une nouvelle mandature où, à l'inverse, le bureau du CSE, ce sont des personnes célibataires ou sans enfants. Et on a vu ce virement de politique sociale avec des prestations famille en baisse et puis des prestations en faveur des personnes non mariées et sans enfants et ces prestations augmentées. Donc, je pense qu'effectivement, il est important
de pouvoir poser la question, sonder les salariés. Alors, il ne s'agit pas de leur envoyer une question, quelle activité sociale souhaitez-vous, mais de faire une liste d'activités, voilà, et voilà, de leur demander de cocher, voilà, si ça les intéresse, ça ne les intéresse pas. Voilà. Je voudrais simplement répondre je vois quelques questions passer là sur le chat, et je suis tout à fait d'accord avec une personne qui dit que mettre les activités sociales dans le règlement intérieur nécessite de modifier le règlement intérieur. Alors, c'est vrai. L'essentiel n'est pas de tout expliquer dans le règlement intérieur, c'est voilà, de mettre les principales activités, de dire quelles sont les personnes qui vont en bénéficier. Et il est de toute façon, effectivement, tout à fait possible, lors de la présentation, notamment du budget prévisionnel, d'expliquer quelles sont les modalités pour bénéficier de telle ou telle activité sociale. Entendu. Merci Jean-Hugues. Je me permets tu auras l'occasion de reprendre la parole et d'étayer, mais là, je voudrais qu'on ne se passe pas dépasser par le temps et vraiment priorité à la parole. Enfin, et aussi Sylvie, hein, n'hésite pas à rebondir quand tu le sens et priorité aussi aux paroles de Nawal et de Dalinda. Je me permets de partager rapidement le questionnaire. Vous pouvez continuer, hein, et pour l'instant, on voit que le questionnaire en amont, c'est loin d'être une pratique récurrente. Il n'y a que 63%, vous êtes 63% à ne pas le faire. Et le questionnaire post-activité, vous êtes la moitié simplement à le faire. Donc, effectivement, c'est loin d'être une pratique. On va passer donc au témoignage de nos représentants des CSE. Et donc, on va commencer avec toi, Nawal. Donc, ton micro est désactivé. Je l'ai activé maintenant. Alors, bon, bah écoute, on t'entend, c'est le principal. Par contre, on ne te voit pas. Voilà. Je n'avais pas cette chance, mais ce matin à cette heure-ci, vous ratez rien. Bah écoute, en tout cas, merci à toi. Donc, je le rappelle, tu es secrétaire CFDT du CSE de Veolia Île-de-France. Alors, vite fait, hein, je fais le contexte du CSE de Veolia Île-de-France. C'est 1400 ouvrants droit, salariés ouvrants droit. C'est 1,72 de la masse salariale. C'est un budget de 900 000 euros. Et vous êtes 3 salariés au CSE. 900 000 pour les ASC. Oui, 900 000 pour les ASC, ok. Oui. Alors, Nawal, je te propose de te lancer. Effectivement, Jean-Hugues, tu as tendu une perche sur le fait que chez vous, vous avez mis en place vous éditez un catalogue annuel de toutes les prestations qui met clairement en perspective les conditions d'éligibilité, ce qui est nécessaire pour y attribuer, etc. C'est quoi le sens de ce catalogue papier et la valeur que ça a? Si vous le souhaitez, je peux partager le doc. Je l'avais préparé, mais je peux le partager. Je ne sais pas si j'ai la main en tant que participante. Partager l'écran peut-être. Voilà, par exemple. On a effectivement, en fait, chaque début d'année. Donc, il est annuel. Et je précise que c'est un document donc électronique et également papier, parce qu'on a deux familles de salariés. On a les salariés des travaux, donc à l'extérieur, ce sont des agents terrain, et on a les salariés support, donc qui travaillent en bureau. On édite une partie en papier que l'on remet à chaque salarié qui travaille sur le terrain. Et ensuite, on diffuse largement sur la boîte mail générale du VEDIF la version dématérialisée. Donc, effectivement, chaque début d'année, et ils attendent toujours, c'est un rendez-vous important parce qu'on a deux catalogues. Le catalogue prestations sociales et le catalogue des séjours. Donc, les deux sont très attendus. On reprend les différentes prestations auxquelles ils ont droit. Il y a des prestations sociales qui sont, je ne sais pas si je dois le préciser, mais qui sont soumises à quotient familial, donc qui sont fonction de leurs revenus, et d'autres qu'on leur remet sans avis d'imposition. Ils y ont droit. Donc ça, c'est la direction qui nous verse une subvention, comme tu l'as précisé, sur la masse salariale. Donc, on met un point d'honneur à ce que chaque salarié ait bien le ressenti, et que ce soit la réalité, qu'il perçoive
quelque chose de son CSE. Donc, du coup, là, c'est moi. Voilà, vous avez la version enchantée. Ensuite, on présente le bureau, parce que comme on a précisé, on a une particularité, c'est qu'on on emploie des salariés. Donc, on a 2 salariés en CDI et une alternante. On leur communique nos contacts téléphoniques, adresses. Ensuite, on leur explique ce qu'est un quotient familial. Je vais le mettre là. Ce qu'est un quotient familial. Donc, ils peuvent d'eux-mêmes calculer. Comme ça, au moins, ils savent, parce que c'est quand même une information personnelle, ils savent si ils veulent nous communiquer leur avis d'imposition ou si, selon leurs revenus, ils préfèrent garder cette info pour eux et au moins, ils ne contesteront pas s'ils ne perçoivent pas certaines, ou selon les montants, certaines prestations. Ensuite, on leur explique que le CSE, ce n'est pas que des prestations sociales, mais je vais aller directement, voilà, prestations sociales. Par exemple, le mariage. Pour chaque prestat, elles sont toutes, on a la même ligne, la même présentation, c'est-à-dire qui sont les bénéficiaires. Je vais augmenter la résolution pour que vous voyez bien. Qui sont les bénéficiaires? Donc, c'est forcément des salariés justifiant de plus de 6 mois d'ancienneté, d'au moins 6 mois d'ancienneté, pardon. Donc, des CDI, des CDD et même des contrats, par exemple, apprentissage. Ceux qui sont arrivés, qui ont commencé leur année d'apprentissage en septembre, ils ont été éligibles cette année au chèque vacances et aux rentrées scolaires, par exemple. Ensuite, on précise les documents à nous fournir. Donc, en début d'année, et on l'a précisé, déclaration de situation obligatoire. Où on a, parce qu'on leur a bien expliqué que par rapport à la RGPD, on ne gardait pas leurs données personnelles. Donc, les copies de livret de famille, la justification de tel et tel ayant droit, ça, on ne le garde pas. On a besoin, chaque début d'année, de la déclaration de situation mise à jour. Donc, avec leur matricule, leur numéro de téléphone, leur adresse, et voilà, la composition de leur foyer. Ça permet, c'est pas que pour les prestations sociales, c'est pour la billetterie également, pour qu'ils puissent bénéficier de, je sais pas, de billets Disney par exemple, pour eux et pour leurs ayants droit. Donc, s'ils veulent avoir des billets pour leurs ayants droit en février, il faut qu'ils nous aient donné la déclaration de situation en début d'année. Voilà. Donc, pour chaque prestat, on a des, donc ça c'est conforme URSSAF, hein, on ne demande pas n'importe quoi et un peu de tout, c'est vraiment juste pour justifier leur situation, on ne dépasse rien. Donc par exemple pour le mariage, la déclaration de situation, la copie de l'acte de mariage ou copie du livret de famille et l'acte de naissance par exemple, comportant les mentions marginales liées au PACS, parce que voilà, on a mariage et PACS, pareil pour la naissance, et on leur offre des cadeaux. Des bons, par exemple, et ils ont forcément une valeur limitée. Donc, la valeur, on l'a calculée dans notre budget. Et selon l'URSSAF, ils doivent pouvoir... Voilà, il y a certaines prestations où on ne dépasse pas 171 €. Et pour d'autres, on peut choisir ensuite le montant que l'on souhaite tant qu'on a le budget pour. Et il y a une particularité, c'est qu'on leur précise forcément que leur dossier doit être envoyé jusqu'à une certaine échéance. Et là, on parlait de justement qualité. Oui, si on a des mécontentements, ça sera par exemple, ce qui revient le plus souvent, hein, c'est les papiers qu'on leur demande, parce qu'il faut toujours leur expliquer que non, on ne garde pas leurs papiers personnels, leurs justificatifs. Qu'ils doivent chaque année nous remettre. Et aussi, quand on leur demande leur avis d'imposition, c'est pour pouvoir, voilà, on explique systématiquement, c'est pour pouvoir les situer au niveau des tranches, parce que chaque prestation, voilà, ils sont dans une certaine tranche, donc on n'a pas tous les mêmes revenus, on ne perçoit pas tous le même montant de notre direction. Voilà. Super, merci. Alors Nawal, tu m'as pris un peu par surprise avec le catalogue de le projeter parce que moi j'avais paramétré le logiciel pour que en fait on puisse pas télécharger. Alors il y a une question dans la salle, est-ce que tu es OK pour que après la rencontre, on puisse envoyer aux personnes qui le désirent le PDF? J'y vois pas d'inconvénient, il n'y a pas de données qui concernent nos salariés, j'ai pas de problème avec ça.
Super, bah merci à toi. Alors c'est super parce que ça, effectivement, le catalogue, il permet de mettre les choses à plat. Et comme tu le dis, vous, mais c'est pas le cas de tous les CSE, vous mettez en place une politique de coefficient familial avec 8 tranches. Qu'est-ce qui arrive il y a quand même une part significative des salariés qui disent, moi, j'ai pas à vous envoyer ça, je vous envoie pas. Alors quelle politique vous appliquez aux personnes, qui sont quand même un certain nombre, qui nous refusent de vous envoyer leur justificatif d'impôt? Ça arrive, effectivement. Ça arrive soit pour ne pas justifier, pour ne pas faire apparaître, c'est surtout le montant du revenu imposable qui peut déranger. Donc, on leur précise bien que cette page-là, la déclaration, par exemple, 2022 sur l'année 2021, par exemple, ils peuvent masquer, donc vraiment barrer le montant pour qu'il ne nous soit pas communiqué. Automatiquement, ils seront positionnés en tranche maximale, donc la plus haute, tranche 8, sauf que nous, on a juste besoin de ce document s'ils ont des ayants droit, s'ils ont des parts, en fait, pour qu'ils puissent bénéficier des autres prestations, par exemple billetterie pour leurs enfants ou rentrée scolaire pour leurs enfants scolarisés. Et ça, on n'a pas besoin de on a vraiment besoin que de la ligne nombre de parts. Mais vraiment, la seule problématique qui peut se présenter, c'est au niveau du montant. Donc déjà, ça les débloque et ils se disent, OK, je peux vous envoyer mon avis d'imposition, je vais masquer le montant. Vous gardez juste la ligne, si c'est juste la ligne nombre de parts qui vous intéresse, je vous l'envoie. Sinon, mettez-moi en tranche 8, ça ne me dérange pas. Ok. Nawal, est-ce que tu mesures… Alors, vous mettez les choses clairement au clair avec le catalogue et in fine, c'est quoi la part d'erreur dans les justificatifs, pas les bons, mais d'erreur qui est dans le cadre des justifications que vous demandez? On est en plein dedans. C'était la semaine dernière, puisqu'on a distribué les prestations sociales chèques vacances et rentrée scolaire de moins de 16 ans. Donc la difficulté, ça a été le nombre d'enfants. En fait, par exemple, monsieur nous a adressé que son avis à lui, mais ses enfants sont sur l'avis de madame. Donc sur son avis à lui, il n'y a pas de part. Donc il ne peut pas bénéficier de rentrée scolaire pour ses enfants puisqu'ils ne sont pas à sa charge fiscalement. Et voilà, ça a été ce genre d'erreur, de sujet en tous les cas. Donc on leur a expliqué que c'était pas trop tard, qu'ils pouvaient nous adresser l'avis de madame sur lequel figurent les enfants, les parts, et on pourra procéder à une régularisation dans quelques jours. Donc c'est systématiquement par rapport à ça. Ou alors, l'avis d'imposition, ils pensaient qu'ils étaient telle tranche, ils perçoivent, admettons, 100 euros, et ils pensaient, ils s'attendaient à 150. On leur explique qu'ils sont chez nous, quand je consulte le logiciel, ils sont bien en telle tranche parce que, on refait le calcul avec eux et on leur explique pourquoi ils sont dans telle tranche. Ça a été ces deux sujets majeurs. Ok, parfait. Alors, tu l'as dit, vous avez une politique de dématérialisation. Vous n'êtes pas full dématérialisation comme Dalinda pourra le dire tout à l'heure. Oh non. Et dans quelle mesure ça complexifie la gestion, ça alourdit peut-être les temps de traitement. Enfin bon, bref, c'est compliqué, ça complexifie. J'allais rajouter justement les erreurs qui sont possibles. C'est les erreurs de saisie, parce qu'on saisit tout manuellement. C'est-à-dire qu'on a, pendant 2 mois, on a sué, parce qu'on a 1400 salariés, qu'il y a eu au moins 1200 demandes de chèques vacances, parce qu'on en a encore qui n'ont pas rempli leur déclaration, qui n'ont pas fait leur demande, malgré toutes nos relances, mais ça, j'y reviendrai, je pense. Donc, on a 1200 saisies d'avis d'imposition, de formulaires chèques vacances, de formulaires rentrée scolaire. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça nous a demandé pas mal de ressources et j'ai mis à contribution, bien sûr, les 2 salariés. Et j'ai eu la chance d'avoir un arrêt maladie d'une des 2 pendant 1 mois, mais tout va bien. Et ensuite, les élus. Les élus du bureau, principalement la secrétaire adjointe, moi, et aussi une élue CFDT qui nous aide pas mal au bureau. Donc, c'est compliqué.
on est limité au niveau des ressources, donc on a fait comme on a pu. Voilà pourquoi on envoie le catalogue et au moins un mail pour la déclaration de situation avec les avis en demandant l'avis d'imposition. Ça, on le demande dès le début de l'année pour que ça soit traité d'ici la commande en mai. Mais oui, il y a des erreurs forcément humaines parce qu'on a loupé le mail ou voilà, j'ai pu l'ouvrir et c'est mal sorti à l'impression. Voilà, des choses comme ça. Ok. Et alors, on peut en parler très rapidement parce que le temps tourne. J'aimerais pas qu'on se fasse dépasser. Il y a quand même pas mal de choses à dire encore. Mais pourquoi vous faites pas le choix d'une full dématérialisation? C'est pas possible? Dans quel sens? Au niveau du catalogue? Parce que là, pour l'instant, les salariés, si je comprends bien, les salariés, une partie des salariés, vous font remonter vous avez du travail de ressaisie parce que ça remonte en format papier. Oui, c'est le logiciel qui est. Non, ça remonte pas en format papier. En fait, on peut avoir les avis d'imposition dématérialisés parce qu'on reçoit quand même beaucoup de formulaires de retour des salariés via mail. C'est pas juste en courrier interne ou remis en main propre aux élus. Non, on les reçoit sur notre boîte mail, mais ensuite, il faut le travail de saisie sur notre logiciel. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, des erreurs de saisie, tout bêtement. Enfin, tout bêtement. Ok, d'accord. Oui. Et si vous n'aviez pas de salariés, ça serait impossible? Oui, je ne vois pas quel logiciel pourrait. Si vous en avez en tête, moi je suis preneuse, mais je ne vois pas quel logiciel pourrait faire ces saisies-là. Peut-être, je ne sais pas, je me permets, Sylvie, là-dessus, vous êtes quand même la partie logiciel, solution, sur cette problématique. Une petite aparté là-dessus, mais ça peut être intéressant de t'entendre, Sylvie, si tu le sens. Oui, merci beaucoup, Rodolphe. Effectivement, on met en place ces logiciels de gestion parce que la plupart des élus manquent de temps pour gérer les activités sociales et culturelles dont on parle. Et c'est vrai que d'avoir aujourd'hui, en fait, la plupart des salariés sont avec leur smartphone. Souvent, ça se passe de cette manière-là. Et ils peuvent, de cette manière, par exemple, pouvoir, sur leur temps, voilà, lorsqu'ils le souhaitent, parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans le temps de l'instantanéité, pouvoir déposer leur justificatif dont on parlait, remplir les champs justement d'un formulaire, par exemple, comme le disait Nawal. Et le côté CSE, en fait, il reçoit une notification de la demande du salarié et il a ce rôle de contrôle dont parlait Jean-Hugues justement tout à l'heure, de pouvoir regarder la conformité de la saisie, de la pièce justificative et de gagner du temps, surtout lorsqu'il n'a pas une salariée au CSE pour gérer et apporter du service à ses bénéficiaires. Ça, c'est super intéressant. Si on pouvait le proposer en alternative, parce que c'est tout bête, mais typiquement sur le sujet du catalogue, on ne pouvait même pas se permettre de le diffuser totalement de façon dématérialisée parce qu'on a 60% d'ouvriers employés, en tous les cas d'agents de terrain, qui ne sont absolument pas sur les outils. Donc, c'est que du papier avec eux. Et bon nombre d'entre eux, même lorsque on leur a remis en main propre et même avec des relances régulières de leurs responsables ou même des gestionnaires d'activité qui sont quand même nos collègues et que l'on remercie pour leur travail, on leur remet les formulaires en main propre, le catalogue en main propre. On leur demande juste de nous ramener tel et tel papier. Même ça, c'est bloquant et beaucoup loupent des prestations bêtement à cause de ça. Donc oui, on a quand même une population travaux qui est pas à l'aise avec l'informatique. Donc une solution 100% des maths, c'est pas la solution qui conviendrait aux salariés VEDIF, par exemple. Mais oui, je suis d'accord avec une option, c'est bien. Le CSE, en fait, doit être inclusif et prendre en compte l'ensemble des salariés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Souvent, les CSE qui ont ce type de solution dématérialisée, en complément, ils peuvent, tu vois, la permanence comme tu le fais. Mais disons que ça soulage
une grande partie, les élus, de pouvoir faire une partie en ligne. Et puis, ce que ça permet aussi, Nawal, la partie en ligne, c'est que ça implique toute la famille en quelque sorte. Le bénéficiaire, par exemple, qui n'est pas très, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, Internet ou autre, eh bien, le conjoint ou les enfants qui font aussi des ayants droit du comité d'entreprise peuvent aussi prendre le relais parce qu'ils vont trouver voilà, intéressant ce que va proposer le CSE et de cette manière embarquer le salarié parce qu'eux vont être à l'aise sur cette partie des maths et profiter du CSE également parce que voilà, le fait que ça soit en ligne, c'est peut-être plus ouvert également. C'est une piste, Nawal. Non, mais c'est intéressant, c'est celle à laquelle je réfléchis, oui. D'impliquer la famille, en fait, parce qu'on voit toujours le bénéficiaire, mais voilà, on a aussi la politique familiale. Et que ça soit en ligne, si lui n'est pas trop Internet, il y a toujours le conjoint ou les enfants qui sont très smartphones. Et tu as raison. En plus, je me permets. Vas-y, Nawal, mais il ne faut pas qu'on se fasse déborder. Et c'est moi qui lance. Elle a raison, Sylvie, parce que je disais que c'est vrai que même pour compléter les formulaires, on nous dit souvent c'est mon fils, c'est ma fille qui. Donc, oui, voilà. C'est vrai. Ok, parfait. Alors, excusez-moi. Alors, Nawal, parce que je sais que Jean-Luc, tu as des billes là-dessus sur la dématérialisation, garde-les en magasin, parce que sinon on va se laisser déborder. Je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Donc, Nawal, par contre, il y avait, pour terminer avant de payer, et Dalinda, pour te passer la parole, parce que quand même c'est important de t'entendre, pour le moins, Nawal, ta dernière question sur, toi, vous êtes des élus qui vous faites un sondage, mais a posteriori, hein, avec des taux de réponse là pour le coup qui sont importants. Comment ça vous nourrit? Et par contre, vous ne faites pas un sondage pour sonder les attentes. Il y avait une question de Jean-Paul Vouillet qui intervient régulièrement sur les lives de Miroir Social, qui représente le CSE de HPE, et qui dit que oui, ça peut être un peu démago de demander l'avis et pas forcément le respecter. Et puis, il faut aussi prendre ses responsabilités aussi en tant qu'élu. Hein. On a été élu, on prend ses responsabilités. Donc, Nawal, là-dessus, sur le sondage, qu'est-ce que ça donne et en quelle mesure ça vous nourrit? Alors, justement, ça a été une première lorsqu'on est arrivé. Donc, on a quand même une certaine histoire dans ce CE. On est le nouveau bureau du CSE suite à une histoire de plus de 20 ans CGT, puis Mix. Donc, on est le premier bureau CFDT. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on va un peu reprendre la main, essayer d'interroger juste les collègues, les uns les autres, pour savoir... vu que les choses se font année après année, etc., aujourd'hui, ça a évolué. Est-ce qu'ils sont satisfaits de certaines choses? Est-ce qu'ils voudraient changer des choses? Déjà, nous, parce qu'on est arrivés, on est des salariés. Voilà. Nous, on est arrivés, on avait des tas de remarques parce qu'il y a des choses qui se faisaient et qui ne sont pas super folles. Voilà. Et pour l'exemple, on était arrivé avec la nouvelle idée de se dire c'est très focus famille. Et nous qui sommes, quand même, on compte une grande population de jeunes de moins de 30 ans, célibataires ou qui n'ont pas forcément de famille. Eux, par exemple, pour Noël, ils n'avaient rien. Donc, on s'était dit, il y a des choses qui devraient changer. Vu que c'est notre première mandature, commençons d'abord par un sondage pour pouvoir ensuite faire composer nos offres et notre budget prévisionnel pour l'année à venir. Et comme je vous ai présenté, le catalogue. Donc, on a fait ça. Et fin d'année, donc on s'est lancé. Et en fin d'année, on a fait un sondage pour savoir alors, au niveau des nouveautés, est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous souhaitez maintenir? Et qu'est-ce que... le choix. Est-ce que vous souhaitez maintenir le colis de Noël, c'est-à-dire le pack sucré ou salé avec des chocolats, du vin, etc. Ou alors une carte cadeau de Noël fin d'année? Ça, par exemple, où on leur donnait des choix et non seulement on avait des retours de satisfaction, même si ce n'était pas techniquement une enquête de satisfaction, mais c'était vraiment un sondage où on a pu recueillir leurs positions, leurs demandes de changement. On s'est rendu compte que sur une question, par exemple, là je vous ai donné l'exemple, l'illustration du colis de fin d'année, 80% ont répondu qu'on ne souhaitait plus de colis de fin d'année,
ça a 20 ans ce truc, et qui préféraient qu'on le remplace par une carte cadeau toute enseigne fin d'année, qui s'achètent ce qu'ils veulent. Et surtout pour les célibataires, et ça c'était une nouveauté, voilà, avez-vous apprécié, ça a été la nouveauté, on a entré une nouvelle ligne et c'était suite à leur retour, donc vraiment il y a eu de l'interaction et ils se sont sentis concernés et consultés, et ça c'était une première. Mais en même temps, nous, on arrive, on est assez à l'aise avec les sondages, etc. Et vu qu'on l'a subi, nous, et que c'était nos propres remarques, on s'est dit, il faut que le salarié, en fait, les salariés du VEDIF se sentent consultés. Donc, là, par exemple, sur la ligne introduction d'un cadeau pour le salarié, sans que ce soit à destination de ses enfants, etc., juste pour le salarié, quelque chose pour Noël, ça a été extrêmement apprécié. Et voilà, année après année, on a fait ça 3 ans de suite, là. Et voilà, on continue. Là, maintenant, on a un peu fait les offres en fonction d'eux. Et bien sûr, on leur explique la part dans le budget. Donc, certaines choses, ça sera au choix. Et d'autres, il faut comprendre que ça sera telle autre ligne sera réduite pour pouvoir intégrer une nouvelle ligne. Voilà, ils l'ont assez bien compris. Et la conclusion, c'est qu'ils ont vraiment, ils se sont sentis pour une fois. Et c'était une première, et c'est ça qu'ils ont apprécié. Ils se sont sentis consultés et que leur avis comptait. Merci Nawal pour cet éclairage, je n'avais pas compris, et donc tu confirmes bien que c'était bien un sondage pour sonder leurs attentes. C'était pas le côté qualité de service, et donc sonder les attentes, et il y a que 63, il y a que 40% des répondants pour l'instant qui disent qu'ils le font. Donc comme toi tu le fais, comme vous le faites du côté de Veolia. Merci à toi Nawal. Dalinda, ne te sauve pas. Voilà, parce que c'est à toi. Donc, j'active ton micro, Dalinda. Dalinda, hop. Dalinda, c'est à toi. Donc, parfait. Voilà. Merci d'avoir été patiente. Je me laisse un peu déborder, mais on a encore un peu de temps. Et je vous propose, on doit terminer à 10h30. Peut-être on rajoutera 5-10 minutes pour celles et ceux qui peuvent. Du moins, si tous nos intervenants peuvent, ça serait parfait. Je pense qu'il y aurait matière. Dalinda, donc toi, tu es directrice administrative et financière du CSE d'Orange Sud-Est. Non, Grand Sud-Est. Le Grand Sud-Est. Ah, excuse-moi, Grand Sud-Est. C'est plus Sud-Est, c'est le Grand Sud-Est. La France est divisée en 4 chez nous. Voilà, alors c'est près de 7000 ouvrants droits. C'est ça. Donc c'est CSE, donc c'est un gros CSE. Vous êtes 10 salariés. Oui. Et avec un budget qui représente c'est 2,25% de la masse salariale. Donc vous êtes on a un budget CSE. de 8 millions d'euros à peu près. 8 millions d'euros, ok. Bon, écoute. Et donc, si Sylvie, en introduction, Sylvie nous présentait un peu la complexité et l'organisation sous-jacente à un CSE avec cette articulation entre gestion, comptabilité, communication. Toi, tu étayes vraiment ça. Toi, tu as vraiment un profil de comptable. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis comptable déjà, donc le problème ne se pose pas. Tu es financière, mais c'est intéressant de t'entendre sur comment tu articules ton rôle, ton métier avec la communication et cette notion de l'articulation entre contrôle qui est nécessaire pour que ça se passe bien, que les choses soient équitables, que tournent bien. C'est nécessaire, c'est peut-être lourd, mais c'est nécessaire. Et la dimension communication, à toi. Voilà. Alors nous, au départ, donc nous, tout est dématérialisé chez nous. Tout se fait sur Internet. La règle numéro 1, c'est la demande doit se faire en ligne. Si on n'a pas de demande en ligne, on ne prendra pas, on ne remboursera rien du tout en fait. Voilà. C'est le passage. La règle, c'est la demande en ligne. Ensuite, la règle numéro 1 chez nous, c'est qu'on a déterminé qui est ouvrant droit et qui est ayant droit. Et à partir de là, les élus, une fois qu'ils l'ont déterminé, nous on applique la règle, mais vraiment comme il se doit. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, un célibataire qui vit avec une personne qui n'a pas voulu déclarer, il peut très bien la déclarer, mais s'il ne veut pas nous donner son avis d'imposition, elle ne pourra pas bénéficier des prestations du CSE. Ok, vous m'entendez? Très bien. Ouais, très bien, on t'entend très bien. Ouais. Et vous avez mis en place, vous, c'est pas 8 tranches et 14 tranches, c'est ça? Alors, nous, on a 14 tranches. Donc, ça part de la tranche 1 à la tranche 14, donc 250 € à 1200 €. Donc, ça qui va être soumis à quotient familial. Donc, l'avis d'imposition et on prend les enfants à charge fiscalement. Voilà. C'est ce qui va déterminer le nombre de parts et ensuite, on va calculer
le revenu fiscal de référence. On va le calculer et ça va déterminer un quotient familial. Voilà. Donc le salarié, dès le départ aussi, c'est que nous on a une application donc sur Internet. Le salarié va donner son consentement. Il va cocher, il va nous répondre oui, je donne mon consentement qu'on puisse utiliser ses données personnelles. C'est la règle numéro 1. De toute façon, s'il peut pas, il pourra pas accéder au CSE. Puisqu'on demande pas mal de justificatifs, que ce soit au niveau des remboursements factures, on est toujours en train de demander des justificatifs. Donc, bon, je vous cache pas que sur les 6008, tout le monde a coché. Hein. Ils vont pas dire non. Voilà. En revanche, au niveau du quotient familial, on en a quand même 90% qui vont nous donner l'avis d'imposition. Bon, c'est pas nous qui le calculons, nous c'est au niveau du CSEC, hein, c'est à Paris, c'est un comité central, c'est pareil, ils utilisent la RGPD. Et ensuite, le quotient familial est calculé. Et ceux qui ne veulent pas, sur l'application, ils cochent, je ne veux pas donner mon avis d'imposition. Et l'application le met en QF 14 automatiquement. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera au QF le plus haut. Voilà. Ouais, comme l'expliquait Nawal. Voilà. Ouais. Il a le droit, mais c'est lui-même qui va cocher, je ne veux pas fournir mon avis d'imposition. Ok. Et si tu peux répondre sur le côté, toi, tu as une approche très… toutes ces notions de justificatives, dans quoi ça amène une politique de communication? Ça doit s'articuler avec de la communication pour que ça soit bien compris, accepté et pas considéré comme une irritation par les salariés. Non. Alors nous, en fait, donc on est 10 salariés. J'ai une personne qui s'occupe vraiment que de la communication du site. Il est webmaster, donc en fait, il va alimenter le site quand les élus votent une résolution, une décision en CSE. On va alimenter le site. On a toujours les conditions générales pour la prestation. Le salarié coche et il voit tout ce qui se passe, tout ce qu'il doit donner, tout ce qu'il doit fournir. Et moi, qui suis comptable, je suis derrière, en fait, je suis partie côté gestion. Quand on va cliquer à « Je participe », toute la partie gestion où il va y avoir des conditions, tout ça, c'est moi qui suis derrière. On ne me voit pas, mais c'est moi qui ai créé la prestation derrière. Donc, mon collègue s'occupe de la communication et moi, je m'occupe de toute la partie gestion qui est derrière, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, le salarié, il nous fournit ses pièces justificatives par la voie d'Internet. Voilà. Mais par contre, on n'accepte que les PDF. On n'accepte plus les photos parce qu'on a beaucoup de surprises. Énormément de surprises. Voilà. Je vais pas vous le cacher, les ouvrants droit font tout et n'importe quoi. C'est la facture du collègue, on va mettre ils vont l'effacer, ils vont mettre leur nom. Parce que bon, bien sûr, avec le PDF, on fait ce qu'on veut maintenant, malheureusement. Alors, ça m'amène une question parce que donc là, tu ouvres la porte. Bon, là, c'est les salariés qui essayent de voir la brèche. Et ça, c'est vraiment une tentation forte parce que… Ah non, c'est une tendance qui est vraiment très forte. Moi, je reprends l'expression et c'est toi qui me rapportais des salariés qui te disent clairement, on veut de la fraîche. Je reprends l'expression. On nous dit, c'est pas votre argent, c'est le nôtre, et nous, on veut de la fraîche. Voilà. Et puis moi, mes collègues, elles se font insulter au téléphone. Hein. C'est vraiment, on vit dans un monde où on se demande ce qui se passe. Hein. Alors, c'est intéressant de te l'entendre dire. Alors, deux choses à ça. Dans quelle mesure, toi, en tant que salarié, les élus sont bien alignés, vous êtes bien alignés ensemble entre les élus du CSE et toi, les salariés, et toi, en tant que ta responsabilité en tant que DAF là-dessus, pour dire on reste sur, on ne plie pas, on reste sur nos règles. Et vous en êtes même jusqu'à vous poser la question de mettre en place des sanctions. Alors, est-ce que c'est quid des conditions est-ce que ça tient la route de sanctionner les salariés qui vous défraudaient? J'en suis pas certain. Mais est-ce que ça, vous avez validé ça avec des cabinets, des juristes, etc. Alors, on a déjà, parce que nous, on a un cabinet de juristes, donc on a interpellé notre avocat qui nous a dit qu'on était en droit de le faire. Voilà, à partir du moment où il y a fraude, on est en droit de le faire. Parce que nous, après tout, on donne, c'est quand même des grosses subventions. On a l'URSSAF derrière, on est contrôlé tous les 2 ans et on ne fait pas de cadeaux non plus. Donc, nous, on doit être clair avec tout ce qu'on fait. Sachant que nous, là où je pardonne pas, c'est que nous, on a donc des prestations qui sont soumises au panier, donc avec le quotient familial, des prestations qui non soumises au panier, donc les Noëls, les événements familiaux, tout ça, on ne demande rien, donc c'est juste justificatif. Noël, c'est rien, c'est un petit clic et ils ont la dotation, hein, avec UpCalIDEA d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fournit de l'argent, quand on va rembourser de l'argent, c'est quand même un remboursement sur le compte bancaire.
Donc, forcément, nous, on veut des factures conformes. Et la plupart, bon, les fraudes, on en a énormément. Mais nous, nos élus, on n'a pas de souci avec ça, ils nous suivent. Là, on vient d'envoyer un mail, mais vraiment un gros mail, où on a dit qu'il y avait beaucoup trop de fraude et qu'on allait prendre des sanctions. Voilà. Ensuite, l'avantage qu'ils donnent aux salariés, c'est bon, j'ai pas de facture, il n'y a pas de souci, ils peuvent très bien prendre leur panier en chèque vacances, la totalité. Donc là, c'est là où on pardonne pas. C'est qu'après tout, si on n'a pas de facture, eh ben tant pis, on prend des chèques vacances. Mais les chèques vacances, on ne demande rien, pas de justificatif. C'est un droit que l'on a. Mais eux nous répondent non, on veut de la fraîche. Alors, Dalinda, ça a le mérite d'être très clair ce que tu dis. Et ça amène, tu me disais, c'est quelque chose, un mal quelque part qu'on voit pas que chez vous, qui est assez partagé. Et tu comprends que certains CSE, au regard de ça, disent terminé, il n'y a plus de remboursement sur facture, c'est la même chose pour tout le monde. Et bref, ça complètement, ça va à l'encontre d'une politique ASC, etc. Enfin, c'est le risque. Bah il y a beaucoup de CSE qui se penchent maintenant sur les chèques vacances, hein, plus de remboursement sur facture. Hein. Ce qui est bien dommage, mais voilà. C'est toujours pareil, c'est les bons qui payent pour les mauvais. Alors nous, maintenant, on est encore plus vicieux, enfin du moins je suis plus vicieuse. Comme je n'accepte plus les photos et on l'a envoyé en mail, donc maintenant les photos c'est interdit parce que je prends mon PDF, je l'ai trafiqué, j'ai pris une photo et puis je vous l'envoie en pièce jointe. Non, je demande le PDF. Et maintenant, on a beaucoup de factures pour lesquelles, que ce soit Airbnb, les Air France, on connaît les propriétés du document, du vrai document. Donc, on va aller jusque-là maintenant. Et quand on voit qu'il a été falsifié, on leur demande l'original du PDF. C'est vous dire jusqu'où on va. Alors, ça m'amène à une question. Alors, il y a une question de Katia qui dit que je suis arrivé en retard. Est-ce que ma question est à côté de la plaque? Eh bien, je pense que Katia posait la question de la RSE et des ASC. On est clairement dans une politique de… Là, tu illustres une démarche de responsabilité sociale du CSE. Hein. Vous êtes en responsabilité en faisant ça. Est-ce que, bon, j'ose espérer quand même que ce n'est pas complètement la majorité des salariés qui sont dans cette logique-là et que ce que vous faites, c'est quand même compris par la majorité et quelque part, enfin, bref, c'est quoi le niveau d'acceptabilité et de compréhension de ce que vous faites en matière de rigueur? Ils acceptent tous. En fait, à partir du moment où on l'a déterminé, et puis, attention, quand nous, en ligne, quand on envoie quand on prend n'importe quelle prestation que ce soit les vacances, j'ai quand même mis une condition où l'ouvrant droit il engage sa responsabilité en disant qu'il n'a pas falsifié les factures. Donc, à partir de là, si nous, on a un doute, en plus de ça, on a envoyé un push mail, on leur a dit que si on avait un doute, on appelait le prestataire. Et souvent, on a encore aussi des surprises. Alors, je me permets un truc important aussi, parce que la responsabilité, ça commence aussi par celle des élus. Et Nawal pourra peut-être le dire, mais après rebondir là-dessus, mais il y a un historique sur le CSE d'Eolia, c'est quand même un des rares CSE avant que l'équipe de Nawal, la CFDT, prenne la majorité. Et c'est un CSE qui a été mis en redressement parce que des élus ont fait n'importe quoi, hein, les premiers. Donc, ils ont donné le bon exemple, on va dire. Et vous, comment vous verrouillez? Par exemple, tu m'expliquais que dans le logiciel que vous utilisez, un élu ne peut pas valider une presta, quoi. Non. En fait, nous, on a un logiciel et pour lequel je peux éditer tous les dossiers qui ont été validés sur l'année et j'ai le gestionnaire qui l'a validé. Voilà. Je peux tout tracer, tout. Ok. Alors, Dalinda, et ensuite, attendez, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'élu, il peut aller consulter, imprimer des stats, tout ce qu'il veut, mais comme c'est moi l'administrateur, c'est moi qui donne les droits. C'est pas l'élu qui commande, c'est moi. Donc, je ne lui donne pas de droit. Et ils le savent, c'est voté en CSE. Donc, aucun élu, les membres du bureau, ils ont accès au CSE, au site. Ils peuvent extraire toutes les données qu'ils veulent, la compta, tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront jamais valider parce que le droit, ils ne l'ont pas non plus. Bon, vous avez des droits côté communication, côté gestion, côté compta. C'est des droits que j'affecte ou pas. Alors, c'est très bien de t'entendre parler. Tu étayes une gouvernance entre les salariés qui sont vraiment en responsabilité du CSE, je crois que c'est important de le dire, et à t'entendre, c'est clairement le cas, et les élus qui sont également avec leurs responsabilités et d'avoir cet attelage-là, c'est intéressant de l'entendre étayer. Alors, à t'entendre, on pourrait croire que vous êtes complètement psychorigide, mais oui. pas autant que ça. Non, mais
et si tu peux quand même ouvrir sur le fait que, par exemple, vous permettez, dans le cadre en fonction de mon coefficient, j'ai le droit à tel niveau de subvention. Là, pour le coup, tu vas illustrer une flexibilité qui est très appréciée par les salariés, c'est de reporter ton crédit sur une année sur l'autre, de façon de ne pas perdre ce que j'ai pas dépensé sur une année. Voilà, donc ça, c'est une… Bon, nous, on est deux CE qui ont fusionné, donc on est devenu un gros CSE. Et en fait, c'est une prestation que je faisais moi dans le Sud-Est auparavant, que Jean-Luc a connue. Et ensuite, si vous voulez, on a des salariés, on a eu des demandes de salariés qui nous disent j'aimerais faire un très beau voyage. Donc, auparavant, moi, c'était un bureau FO et CFDT. On a essayé, en fait. Ils avaient trouvé l'idée, mais il fallait après voir si le logiciel était capable de le faire ou pas. Donc, on a décidé de pouvoir laisser le choix à l'ouvrant droit. Il pouvait, en fait, reporter la totalité de son panier sur l'année d'après. Ce qui fait, il peut après cumuler 2 paniers. Je vous donne un exemple. Une personne qui est en QF3, aujourd'hui, il a 1 000 €. S'il veut le reporter l'année prochaine, il aura 2 000 €. Oui, il peut faire un très beau voyage après. Voilà. Merci beaucoup, Dalinda, pour ce témoignage très concret, et à entendre dans le chat, ça résonne chez un certain nombre de personnes qui sont dans le chat. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule à lutter pour que ça soit carré. Et donc, moi, je me permets de rebondir encore à nouveau sur la question de Katia, parce que c'est pas neutre, sur la RSE. Par exemple, tu parlais de beau voyage. Moi, je veux pointer simplement, je me permets une digression en tant que miroir social au sens strict. On vient de mettre en ligne un article hier, pas plus tard que hier, sur un CSE, un gros CSE, c'est Michelin en l'occurrence, qui a financé à hauteur de 500 000 € de subvention un voyage à New York pour 4 jours sur place, pour 500 personnes, 500 salariés de Michelin qui sont partis à New York pour 4 jours. On peut se poser la question en termes de responsabilité sociale et environnementale, au moment où on parle de transition écologique, du caractère opportun d'organiser ce genre de voyage, ou alors les élus, c'est parfaitement assumé par l'ex-majorité de dire on a organisé ça parce qu'il y a une demande sociale des salariés là-dessus, d'avoir un beau voyage, et que ce n'est pas forcément antinomique avec d'autres approches, mais en tout cas, en termes de RSE, les salariés, c'est très apprécié par les salariés. Et par contre, en termes de responsabilité sociale, je pense que c'est pas forcément marqué des points. En tout cas, le bilan carbone de ce voyage, il est mouse. Donc voilà, je me permettais cette digression que vous pouvez suivre sur le miroir social. En tout cas, merci à toi, Dalinda. Là, je pense il nous reste un quart d'heure, 20 minutes si on déborde de 5 minutes. Je vous propose peut-être vous avez été, Sylvie et Jean-Hugues, vous avez entendu, vous avez écouté. Peut-être vous entendre un peu sur en quoi ça vous inspire des réflexions en mettant en ligne ça sur le fait que comment ça se passe pour a fortiori pour des CSE où il n'y a pas de salariés. Qui veut parler? Vas-y, Sylvie, et après Jean-Hugues. Il faut que tu actives ton micro, Sylvie. Coupé. Ok, mon micro est activé. Donc en fait, c'était très intéressant en fait d'écouter Dalinda parce que nous, on est éditeur de logiciels de gestion notamment depuis 23 ans. Et le logiciel, en fait, va évoluer avec ses demandes et ses exigences des CSE qui, par exemple, comme le disait Dalinda, par rapport aux pièces justificatives ou par rapport à la RGPD, comme on en a entendu parler, et par exemple, le report, par exemple, de la subvention du salarié sur une année, sur l'année suivante. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que je retrouve là ce qui fait évoluer, en fait, Calidea pour avoir un logiciel qui va répondre aux exigences, aux attentes, on va dire, des bénéficiaires et aux exigences des CSE qui évoluent. Et c'est tout à fait ça. Nous, on va s'adapter justement aux nouvelles normes comme la RGPD, aux nouvelles normes de la comptabilité, comme le disait tout à l'heure Jean-Hugues. Et c'est ce qui est fort intéressant, on va dire, dans l'accompagnement des commerciaux et des CSE sur toutes les évolutions qu'ils peuvent avoir et les attentes de leurs salariés.
Aujourd'hui, je pense que l'élu, en fait, il a un sacré rôle de devoir assurer, contrôler. Et j'ai trouvé intéressant dans les témoignages de voir comment le CSE se sent responsable de cette partie et comment c'est, on va dire, un travail au quotidien pour répondre à leurs engagements de CSE, y compris RSE, hein, comme tu le disais sous bien. Et comment dire, le fait que la plupart des CSE, comme tu le disais, Rodolphe, n'ont pas forcément de salariés et de pouvoir apporter des services qui vont l'aider à gérer, qui vont l'aider à communiquer. Et on va dire que c'est beaucoup de préparation et de coordination pour les élus dans leur travail, quoi, en fait. Entendu. Tu vois? Ok. Ouais, non, c'est bien, c'est ce que j'ai vu. Et nous, c'est ce qui nous motive à être innovants. Donc, donc ça, c'est sympa, ça nous fait évoluer avec la vie des élus. Entendu. Ben, parfait. Merci à toi. Alors, Jean-Hugues, à toi la parole sur. Alors, pour revenir sur l'une de tes réflexions là, il y a quelques instants, donc concernant Madame Chouker, concernant le dispositif de contrôle qui peut effectivement apparaître strict, mais c'est vrai que moi, quand j'avais audité notamment cette partie-là, et j'avais vraiment apprécié donc les contrôles qui étaient effectués, parce qu'il faut bien comprendre que 7000 potentiels bénéficiaires, les dérapages peuvent être importants. Donc, il y a forcément nécessité, lorsqu'on se retrouve face à de tels CSE, qu'il y ait des contrôles qui soient vraiment importants et stricts. Alors, pour répondre à ta question qui est comment font les CSE qui n'ont pas de salariés ? Parce que ça, c'est vraiment une problématique, effectivement. Il y a différentes possibilités. Par l'expérience que j'ai, tu as déjà des CSE, alors de taille moyenne, qui vont déjà exclure de leur activité les voyages. Parce que les voyages, c'est de l'organisation, c'est quelqu'un qui doit s'en occuper, c'est des responsabilités derrière. Donc, ils vont exclure certaines, je dirais, activités à risque. Et deuxièmement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se tourner vers des plateformes, voilà, et ils vont préférer abonder financièrement sur des activités. Et ce sont les salariés qui vont aller avec un identifiant sur ces plateformes et commander leurs activités, payer éventuellement leur part s'il y a une participation du salarié. Donc, effectivement, ces CSE ont tendance à vouloir se faire aider par des professionnels et en l'occurrence les plateformes. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est effectivement qu'il y a un bureau, mais il n'est pas interdit non plus que d'autres élus puissent aider le bureau dans la gestion des activités. On n'en a pas parlé, mais dans beaucoup de CSE, il y a encore comme activité la billetterie, et pas la billetterie sur des plateformes, mais l'achat de billetterie, et donc ce qui signifie la gestion de stock. Et ça, la gestion de stock, c'est une vraie problématique au sein des CSE, parce que généralement, lorsque les contrôles sont effectués en fin d'année par l'expert comptable, ça tombe rarement juste. Il y a toujours des écarts. Donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est soit on exclut des activités à risque, soit on se tourne vers des plateformes, ou encore autre possibilité, voilà, les élus, le CSE, c'est un ensemble d'élus, il y a le bureau, mais
il y a certains élus qui peuvent aussi aider dans l'application et la gestion des ASC. Excuse-moi, Jean-Hugues, très bien. Et je me permets de rebondir. Après, Nawal, tu pourras reprendre la parole. Je pense que ça serait intéressant de t'entendre. Nawal qui disait que la full dématérialisation, c'était pas jouable dans l'environnement de Veolia. Toi, tu me disais qu'il y a vraiment des secteurs d'activité. Il faut faire vraiment attention parce que c'est pas parce qu'on a un ordinateur ou un téléphone qu'on est capable de justement de justifier ses factures, etc. Enfin. J'ai des exemples. Alors, je ne citerai pas les secteurs d'activité parce que voilà, je ne veux pas caricaturer, mais effectivement, j'ai des CSE comme ça où effectivement le public concerné est très peu informatisé, ou ne sait pas forcément utiliser l'outil informatique. Il peut y avoir un ordinateur, une connexion Internet, mais pas d'imprimante, pas de scan. Donc, il y a effectivement des secteurs comme ça d'activité où la mise en place informatisée pour réceptionner les justificatifs n'est pas forcément évident. Parfait. Parfait. Merci Jean-Hugues. Alors, Nawal, à un moment, j'étais un peu lancé. Mais j'insiste simplement sur une chose. Malgré tout, je suis effectivement, quand c'est possible, pour que ce soit au maximum informatisé et que les justificatifs interviennent dans le cas, par exemple, du CSE Orange sur une plateforme. Ok, parfait. Message reçu. Nawal, j'ai un peu lancé sur le fait que vous avez subi un gros coup dur et vous avez une exigence de rigueur encore plus importante peut-être au regard du passif à partir de lequel vous avez pris la main sur le CSE. Et peut-être mettre ça en cohérence aussi. Effectivement, Sylvie me disait de te rapporter la question. C'est vrai que c'est important en quelle mesure la notion de responsabilité sociale, on la dévolue souvent à l'entreprise, mais elle s'applique, vous, en tant qu'élu d'une instance comme le CSE. Oui, c'est certain. Déjà, il en va de notre réputation et aussi parce qu'on a cette responsabilité en tant qu'élu. Donc, on doit, dans un premier temps, déjà prendre très au sérieux cette responsabilité et les protéger, en fait. Ce que l'on défend systématiquement face à la direction, on doit l'appliquer déjà à nous-mêmes. Donc, on est encore doublement concerné par la notion justement d'être carré dans nos actions, dans nos vérifications. Tout à l'heure, justement, j'entendais Dalinda, j'allais rebondir dessus, concernant les droits. Donc moi, en tant que secrétaire, certes, on a des aides, on a des élus qui nous aident, on a déjà les salariés du CSE qui travaillent sur le logiciel, sauf que tout ça, c'est moi qui pilote les droits. Tous n'ont pas accès aux mêmes choses. Donc oui, on aura tous accès à la page du salarié, la page d'accueil, mais ensuite, pour saisir certaines choses, il n'y a que les personnes concernées qui vont pouvoir... on a des droits différents, j'accorde des profils différents et je peux suivre sur l'historique. J'ai l'historique de toutes les actions qui ont été faites et par qui. Donc déjà, je fais attention à ça. Et moi-même, en tant que salarié, je suis bénéficiaire de prestations. Donc, je ne peux pas saisir ou faire, par exemple, des chèques à mon ordre en tant que bénéficiaire d'une prestation, admettons CESU ou centre de loisirs. Donc, c'est systématiquement, et ça, c'est une règle qu'on s'est imposée, mais qui est quand même coulée de source un petit peu. On n'a même pas débattu là-dessus. C'est juste comme ça. Quand on a des remboursements à faire, on ne se les fait pas soi-même. Voilà, c'est plusieurs petites choses qui... On est doublement concerné par le respect des procédures, en fait. Parce qu'on a cette historique-là comme une épée de Damoclès, mais après, ça nous responsabilise. Ça ne nous fait pas changer dramatiquement nos actions. Elles sont assez logiques, relèvent du bon sens aussi. Mais voilà, on se dit que les salariés, là, sont encore plus, nous scrutent encore plus, et on doit encore plus être transparent. Donc, ce droit de transparence, nous, on communique beaucoup. C'est vrai que après, ça allait avec notre mandature, mais parce que voilà, c'était cette nouveauté, etc. Mais c'est vrai qu'on communique beaucoup sur les actions qui sont faites, qui vont être proposées, d'où les sondages, voilà. Et
et on communique beaucoup pour que tout soit transparent. Et là, on vient de sortir d'un contrôle URSSAF. Rien à signaler, pas de redressement. Tout est voilà. Donc c'est tout frais et on est ravis de tout ça, mais on s'auto-contrôle beaucoup aussi. Ok, donc ça veut dire que Veoliao a été contrôlé également précédemment. Alors, merci Nawal pour cet éclairage. Il y a une question, effectivement, on n'a pas abordé et on arrive à la fin de la rencontre. Dalinda, si tu as un élément à partager, n'hésite pas. Jean-Hugues, on parlait des critères, des indicateurs de qualité. Effectivement, on n'en a pas, enfin, indirectement, on en a parlé quand même de façon sous-jacente, mais concrètement, la notion, par exemple, de pourcentage de gens qui peuvent avoir accès à une prestation qui en fait ne vont pas l'utiliser. Ça, est-ce que c'est un indicateur clé dans la qualité de service? Oui, et ça peut effectivement, Nawal notamment pourra le confirmer, il y a régulièrement pour toutes les activités, y compris les bons Noël, des personnes qui bénéficient de ces activités et qui, pour différentes raisons, n'en profitent pas. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on constate régulièrement, que je constate régulièrement dans tous les CSE. C'est jamais, il n'y a jamais 100% des bénéficiaires qui demandent leurs prestations. Dalinda, toi, je me permets, si tu peux activer ton micro ou je te l'active. Par exemple, sur le temps de traitement, j'inscris mes enfants à un sport, à la rentrée scolaire, j'envoie le justificatif. C'est quoi le délai de traitement? Ça, c'est un indicateur clé de qualité de service. On t'entend pas. Attends, j'active ton micro. Voilà. Voilà. Ouais. En fait, nous, l'ouvrant droit, quand il fait sa demande, dès le départ, quand il a envoyé sa pièce jointe, il a une lettre. Il y a une lettre, en fait, vous avez un mail qui va arriver. C'est une lettre, en fait, que moi j'ai fait par rapport à la gestion, où on leur dit déjà qu'il y a un délai de 3 semaines. Bien qu'en général, on a 15 jours, mais ils le savent déjà. Voilà. Au moins qu'il va y avoir un délai de 3 semaines. Et par contre, je rebondis au niveau des stocks. Après, il faut appliquer des règles. Nous, on n'a jamais eu de souci au niveau des stocks. Pourquoi? Parce qu'en fait, on calcule nos stocks avant de donner des billets. Bon, on a beaucoup de e-billets, mais même avant de les envoyer, on compte les stocks. Il y a une gestion des stocks juste avant de l'envoi. Donc, on n'a jamais eu de problème. On est à vraiment, moi, voilà, avec ma variation de stock, je peux tout donner. J'ai jamais eu de problème. Jamais. Parce qu'on compte les stocks tous les jours. C'est pour ça que je vous ai demandé d'intervenir, Madame Chouker, parce que voilà. Je connaissais votre rigueur. Voilà. Compter des stocks au bout d'une semaine, ça n'existe pas. Non, c'est dans la journée. S'il y a eu le problème, c'est aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, je vais aller faire les extractions Excel, je vais aller regarder ce qui s'est passé, les numéros qu'on a déterminés, qu'on a donnés. Et là, l'erreur, on va la trouver. Voilà. Entendu. Alors, il y a une question, si vous êtes OK, Dalinda, Nawal, Jean-Hugues l'a déjà fait, mais Sylvie, de partager vos coordonnées dans le chat, n'hésitez pas, ça peut, a priori, ça intéresse pas mal de monde, donc n'hésitez pas. De toute façon, dans le compte rendu, il y aura vos coordonnées à nouveau, et également, il y a le catalogue que Nawal accepte de partager. Donc, on arrive gentiment à la fin de cette rencontre qui a été assez riche, je pense. Écoutez, moi, je vous propose parce qu'après, Jean-Hugues, tu pourras nous faire un petit point rapide sur le cadre URSSAF, mais un petit tour de parole rapide en conclusion. Sylvie, pour toi, pour commencer très sympa de parler en fait voilà avec des élus et d'aborder en fait cette thématique parce que d'écouter en fait le terrain, c'est ce qui nous intéresse en fait chez Qualidea, être dans la réalité des besoins du marché, des attentes des salariés et je trouve ça très instructif, on va dire, et je ferai des remontées par rapport à ça dans l'entreprise. Donc, merci de m'avoir permis de participer. Merci à vous d'avoir porté la rencontre et c'est intéressant de t'entendre dire ça. Merci à toi, Dalinda.
Et puis après, il ne faut pas se sentir obligé, mais Ouais, non, certes, c'est vrai, c'est la première fois que j'assiste et oui, c'est très, très, très enrichissant. Mais après, il me faudrait des semaines pour vous expliquer comment on fonctionne réellement parce que on me traite de psychopathe, ouais, c'est vrai, mais je suis derrière, mais moi j'ai l'URSSAF. Oui, ben moi, on ne fait pas de cadeau, j'ai l'URSSAF, j'ai les commissaires aux comptes et j'ai mon expert. moi j'ai dit Donc, c'est pas de psychorigide, cadeau. hein, j'ai pas dit psychopathe. Hein. Me traite de psychopathe, oui, t'en demandes trop, mais tu vas trop loin. Non, mais oui, mais moi j'ai l'URSSAF. Je viens d'avoir un contrôle URSSAF, j'ai eu des félicitations. Donc après, voilà, j'ai rien sans rien, on n'a rien sans rien. Je suis désolée, il faut savoir l'expliquer à l'ouvrant droit. Et dès qu'on leur dit URSSAF, ils se calment. Bah, Mais quand d'ailleurs, on leur dit demain on a un contrôle et si on a 500 000 euros Dalida, c'est d'amende, vrai. on fera comment? Dès qu'on leur dit URSSAF, ils se calment. Mais si on leur dit demain on vous enlève 500 000 euros sur le budget, eh ben là, on les refroidit. Hein. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer, un de ces quatre. Donc, non, on ne veut pas. Nawal, merci à toi. Elle a bien raison. C'est vrai que dès qu'on oppose l'argument URSSAF, ça se calme tout de suite. Voilà. Mais c'est bien, on a des encouragements, on a des félicitations, mais on a quand même beaucoup de travail. On n'a pas assez de moyens, ça on le dit souvent, mais ça demande quand même pas mal d'engagement de notre part, de travail personnel. Mais après, voilà, au bout du compte, on est ravis de l'année qu'on a passée avec eux, des services qu'on a pu proposer, leur offrir leur réaction à tout ce qu'on a pu proposer, etc. Après, bien sûr qu'il y aura de la réclamation, il y aura de l'insatisfaction, parce que voilà, il y a des erreurs qui sont humaines, parce qu'on est humain derrière nos écrans. Oui. Mais globalement, voilà, il y a quand même une vraie satisfaction et on attend beaucoup d'un CSE. J'aurais pas cru avant ça, mais vraiment, tous les salariés, et ça a été dit d'ailleurs dans le chat, il y a beaucoup de choses qui sont prises, surtout avec voilà, la situation qu'on connaît aujourd'hui, l'inflation, etc., le pouvoir d'achat. On attend beaucoup d'un CSE. Merci. Merci à toutes les deux, Nawal et Dalinda. Jean-Hugues, alors très rapidement parce qu'on est en retard, mais il y avait une question, mais ce n'était pas le fond du sujet, mais on a quand même pas mal parlé d'URSSAF. Si en quelques minutes, excuse-moi, mais c'est quoi le cadre URSSAF au moment où on se parle, les dernières évolutions et les points d'attention peut-être à partager? D'accord. Alors, de toute façon, il y a une question qui a été posée sur le chat qui était à quoi correspondent les 183 euros. Donc, ça correspond déjà à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale qui est de 3 666, donc 5%, ça fait 183 euros. Ces 183 euros concerne tout ce qui est bon d'achat. Donc, il y a différents événements pour pouvoir bénéficier des bons d'achat. Alors, je les cite rapidement. Il y a les naissances, adoptions, il y a les mariages de Pâques, il y a les bons de rentrée scolaire, il y a la Saint-Nicolas, il y a beaucoup d'activités. Il y a les bons de Noël. Ce qui est très important, c'est que si le CSE décide de distribuer non pas 183 euros, mais par exemple 185 euros, eh bien, il est susceptible d'être redressé sur les 185 euros et non pas sur la différence. Donc, attention vraiment à respecter donc, les événements, respecter aussi, et ça c'est très important, la date à laquelle vous allez remettre ces bons. Je vous donne un exemple. Pour qu'il y ait une exonération URSSAF, vous ne pouvez pas remettre des bons de fête des mères ou des fêtes des pères au mois de novembre parce que les URSSAF vont considérer que ce n'est pas lié à l'événement et donc il y a vraiment, réellement un risque URSSAF. Alors, ensuite, vous avez des activités qui sont, entre guillemets, déplafonnées, par exemple les chèques vacances, les chèques lire, les chèques culture. Malgré tout, il y a des conditions à respecter. On peut parler des chèques vacances où vous ne pouvez pas distribuer le même montant à chaque salarié. Donc, respectez ces règles-là. Et je terminerai par une chose. Il y a d'autres problématiques. Par exemple, les salariés qui sont en couple dans la même entreprise. Quid des enfants? Comment distribuer les bons aux enfants? Est-ce que c'est au père? Est-ce que c'est à la mère? Est-ce que c'est aux deux? Voilà. Il y a différentes problématiques qui peuvent se poser. Et par rapport à toutes ces problématiques que les membres du bureau peuvent se poser, je dis souvent, pensez à une chose, c'est ce que l'on appelle le rescrit social. Nous l'avons fait avec Nawal sur un thème précis.
Le rescrit social, c'est quoi? C'est une question que l'on pose aux URSSAF sur une problématique et on leur demande si, en cas de mise en place de cette activité-là, il y a un risque d'être redressé ou pas. Les URSSAF ont 3 mois pour vous répondre. S'ils vous répondent que non, eh bien, en cas de contrôle ultérieur, vous pouvez montrer la réponse donc, au rescrit social et il n'y aura pas de redressement. Ou alors, les URSSAF vous répondent que ce n'est pas possible, que si vous mettez en place cette activité, eh bien, il y a réellement un risque URSSAF et au moins, vous le savez. Voilà. Donc, rescrit social, c'est très important. Pour les entreprises, c'est la même chose. Rescrit fiscal, c'est tout à fait possible. Et respecter pour les bons les événements, parce que quelquefois, moi, il y a des CSE qui m'appellent en me disant pour Pâques, on a envie de mettre, de faire profiter les salariés, de leur envoyer des bons. Ça ne rentre pas dans le cadre des événements listés par les URSSAF. Voilà. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Hugues pour ce travail de synthèse. On n'a pas épuisé, il y a des questions qui tombent encore, mais voilà, il faut qu'on coupe. Rendez-vous numéro 3 du trésorier, c'est le fin septembre et c'est sur les audits des comptes en sortie de mandat. C'est un vaste sujet, très intéressant, à la fois politique et sympathique. Et donc, on va adresser ça donc, fin septembre. Donc, merci à vous dans la salle pour votre participation active. Compte rendu à suivre. Le replay, vous l'avez en automatique dès lors que ça va se couper. N'hésitez pas à le partager. Merci à vous. Merci à UpCalidea d'avoir porté cette rencontre avec Technologia Expertise. Et merci encore à Nawal et Dalinda d'avoir partagé vraiment avec sans langue de bois ce qui se passait. Ça a le mérite d'être dit. Je pense que c'est intéressant de l'entendre. Écoutez, à suivre. Rodolphe, je rajoute une chose là parce que je vois les conversations qui défilent. Bah oui. Je précise une dernière chose. Quand on parle de 183 €, ce n'est pas forcément que la valeur du bon. Si je prends Noël, si vous complétez par un cadeau, c'est la valeur du bon plus le cadeau qui ne doit pas dépasser les 183 €. C'est la totalité. Voilà. Bon, on fera un sujet URSSAF. Entendu. Prochain live va suivre la semaine prochaine, jeudi prochain, sur un tout autre sujet. C'est celui de l'intelligence artificielle, ami ou ennemi des représentants du personnel. Donc, jeudi prochain, prochain live de Miroir Social. Écoutez, bonne journée à tout le monde. Bon week-end, hein, parce qu'il va approcher. Et profitez-en bien et à bientôt. Bonne journée. Et à vous 5, on se retrouve. Je vous ai envoyé un lien pour qu'on se retrouve pour un petit débrief. Voilà. À bientôt pour ceux qui peuvent. À bientôt et bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Je coupe.